Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reparler de Hegel. On avait déjà parlé de Hegel dans un précédent audio, et j'avais bien pris le soin de préciser que lorsqu'on s'attaque à un monument de la philosophie tel que Hegel, il vaut mieux être prudent. Hegel n'est pas le genre de philosophe que l'on peut résumer dans une vidéo de 30 minutes, et c'est pourquoi j'ai opté pour une autre stratégie, une stratégie pédagogique qui consiste à vous introduire à la pensée de ce grand philosophe par quelques-uns des grands concepts clés de son système de pensée. Et c'est dans cette même perspective pédagogique que j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une notion capitale dans la philosophie de Hegel, à savoir la question du désir de reconnaissance. Mais avant de commencer, je dois faire une précision, à savoir que l'expression de désir de reconnaissance chez Hegel ne se réduit absolument pas au sens que l'on donne habituellement à cette expression. Le désir de reconnaissance ne désigne pas le penchant des êtres humains à vouloir être admirés. Il ne s'agit pas du désir de gloire, du désir de briller aux yeux des autres. Le désir de reconnaissance désigne plutôt un mécanisme d'interaction entre les consciences. Le sujet de la conscience constitue le sujet de prédilection de Hegel, et sa conception de la conscience est exposée dans son ouvrage « La phénoménologie de l'esprit », un ouvrage dans lequel Hegel entreprend de décrire et d'expliquer le parcours évolutif de la conscience au fil de ses expériences. Pour Hegel, nous sommes avant tout une conscience qui a affaire au monde, qui a affaire aux autres consciences et qui a affaire à elle-même. Le parcours de la conscience, c'est le parcours par lequel nous comprenons que nous ne faisons qu'un avec le monde. Et cette prise de conscience de notre unité fondamentale avec le monde va être le résultat d'un chemin semé d'obstacles et de détours. Pour Hegel, l'existence humaine se définit comme l'expérience de la conscience, et la philosophie n'est rien d'autre que la science de l'expérience de la conscience. Mais vous allez me dire, quel rapport entre la conscience et le désir de reconnaissance ? Eh bien, c'est très simple. Pour Hegel, le désir de reconnaissance constitue une étape dans l'évolution de la conscience humaine. Et c'est ce dont on va parler dans cet audio. Donc je disais en préambule de mon propos que chez Hegel, le désir de reconnaissance ne se réduisait en aucun cas au désir d'être admiré. Généralement, lorsqu'on parle du désir d'être reconnu, on sous-entend que la reconnaissance porterait nécessairement sur des qualités, sur des attributs positifs, comme lorsqu'on parle d'être reconnu pour son talent, d'être reconnu pour ses efforts, ou d'être reconnu pour son courage. Être reconnu, c'est être perçu comme ayant de la valeur, comme possédant une qualité qui nous distinguerait du commun des mortels. C'est ça la reconnaissance, au sens courant. Un artiste est reconnu dès lors qu'il suscite un engouement pour ses œuvres. Un scientifique est reconnu dès lors qu'il a produit des travaux allant dans le sens du progrès de l'humanité. C'est ça pour nous, la reconnaissance. Eh bien pour Hegel, la reconnaissance ne se réduit en aucun cas à l'admiration, elle ne se réduit en aucun cas au fait d'être loué ou d'être félicité. La reconnaissance, c'est le fait d'exister aux yeux d'autrui et, par prolongement, aux yeux de soi. Le désir de reconnaissance n'est pas seulement le désir d'être estimé, admiré ou approuvé, c'est le désir d'être reconnu comme une entité existant par soi. Alors qu'est-ce que ça veut dire être reconnu comme une entité existant par soi ? Eh bien c'est tout simplement le désir d'être reconnu comme des individus conscients. Et être reconnu comme des individus conscients, c'est être reconnu comme étant capable d'autodétermination. Pour le dire simplement, capable de vouloir et de choisir. Capable de dire oui ou de dire non. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous êtes avec l'un de vos amis et que vous décidez d'aller voir un film au cinéma. Vous arrivez devant le cinéma et vous regardez les films qui sont à l'affiche. Et là, sans vous consulter, sans vous demander votre avis, votre ami vous dit « On va aller voir le dernier Star Wars ». Le problème, c'est que vous n'avez pas du tout envie d'aller voir le dernier Star Wars. Donc vous allez le signifier à votre ami, vous allez lui dire
je préférerais qu'on aille voir autre chose. Et là, imaginez que votre ami vous réponde « Mais si, tu vas voir, c'est un super film, tu vas adorer ». Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous allez ressentir une absence de prise en compte de votre volonté. Vous n'aurez pas l'impression qu'on vous propose quelque chose, vous aurez l'impression qu'on vous l'impose. Et c'est très différent. Parce que proposer quelque chose, c'est laisser ouverte la possibilité du refus. C'est laisser ouverte la possibilité de l'alternative. Autrement dit, dans la proposition, il y a la reconnaissance de votre volonté. Alors que dans l'imposition, votre volonté n'est pas consultée. Votre volonté n'est pas reconnue. Et en niant l'existence de votre volonté, votre ami ne vous considère plus comme un être humain libre. Votre ami ne vous considère plus comme une conscience autonome. Vous allez faire l'expérience de ce que Hegel appelle la négation de votre conscience. Et donc, quand vous imposez quelque chose à une autre conscience, quand vous lui ôtez son pouvoir d'autodétermination, vous ne la reconnaissez pas comme conscience. Elle devient pour vous une simple chose. Une chose dont vous pouvez disposer. On retrouve cette idée dans la morale de Kant, lorsque Kant fait la distinction entre le règne des personnes et le règne des choses. Kant nous dit qu'une personne, c'est ce qui possède une dignité, c'est-à-dire une valeur inconditionnelle qu'il nous est interdit de considérer comme une simple chose, comme un simple moyen en vue de satisfaire notre propre volonté. Pour Kant, la valeur de la personne réside dans sa dignité, c'est-à-dire dans sa capacité d'autodétermination, dans ce que Sartre appelait la capacité à créer un projet. Les êtres humains sont porteurs de projets, ils sont porteurs de volonté, et nier la volonté d'un individu, c'est nier son humanité même. C'est nier ce qui le distingue du règne des choses. Une chose ne possède pas de dignité, elle possède un prix. Et c'est parce qu'une chose a un prix que, moyennant ce prix, on peut disposer librement de cette chose. Elle devient notre propriété. Mais une conscience ne peut jamais devenir notre propriété. Une conscience ne peut jamais devenir notre chose. Et c'est d'ailleurs ça l'origine historique de la hiérarchie entre corps et esprit, l'idée que s'il est possible de contraindre les corps, il n'est pas possible de contraindre les esprits. On peut vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais on ne peut pas vous forcer à croire ou à penser quelque chose. L'esprit est le lieu de la liberté. La matière est le lieu de la contrainte. Et donc quand on ne reconnaît pas le pouvoir d'autodétermination d'une conscience, on procède à ce qu'on appelle une réification. Réification du latin res rei qui signifie chose. La réification, c'est quand on considère un autre être humain comme un objet, comme un simple moyen. Et lorsque Kant disait qu'une personne ne pouvait jamais être considérée comme un simple moyen, mais toujours comme une fin en soi, il voulait souligner ce pouvoir d'autodétermination de la volonté humaine qui nous empêche d'en disposer selon notre désir. Considérer une conscience comme notre propriété, c'est ôter à l'être humain ce qui fait son humanité. Alors là, évidemment, j'ai pris un exemple volontairement trivial et caricatural, mais c'est justement pour vous montrer à quel point il est facile de tomber dans ce mécanisme de la réification. Et réifier la conscience d'autrui, on le fait tous, tout le temps. Dès lors qu'on dit à quelqu'un « tu devrais faire ça », on préconsidère que l'autre a besoin de nous pour savoir ce qu'il doit faire. Et donc on préconsidère d'une manière ou d'une autre qu'on aurait un droit de propriété sur la conscience de l'autre. Dire à quelqu'un qu'il a tort de penser ce qu'il pense, ou qu'il a tort d'agir comme il agit, c'est présupposer que nous pourrions prendre les manettes de la conscience de l'autre. C'est nier à l'autre sa volonté libre et sa capacité d'autodétermination. C'est nier à l'autre sa conscience. Et encore une fois, ce que je vous dis vous paraîtra peut-être excessif, parce qu'aujourd'hui, nier à l'autre sa capacité d'autodétermination est devenu une sorte de fonctionnement ordinaire. Nier la conscience de l'autre est devenu une norme des rapports humains. Parce qu'évidemment, il existe des situations où imposer notre volonté à une autre conscience paraît tout à fait légitime. Par exemple, le parent qui impose des règles à son enfant. Par exemple, le professeur qui donne des devoirs à son élève. Ou encore le patron qui donne des ordres à son employé. Mais vous voyez bien que, dans ces trois exemples que je viens de vous donner,
il préexiste un lien de subordination. Il préexiste une relation de hiérarchie. Autrement dit, on admet que face à la volonté du parent, la volonté de l'enfant doit s'incliner. On admet que face à l'exigence du professeur, le désir de l'élève doit s'éclipser. Et que lorsque le patron donne un ordre, il est normal que l'employé exécute. La négation de la conscience de l'autre est toujours le résultat d'un rapport hiérarchique. Elle est toujours le résultat d'une relation de verticalité. Mais dans un rapport d'horizontalité. On pourrait dire, pour simplifier, dans un rapport d'égalité. Aucune conscience n'a de titre de propriété sur une autre conscience. Aucune volonté n'a de prééminence sur une autre volonté. Et donc dans un rapport d'horizontalité, la négation de notre conscience ne va pas être acceptée. Une conscience ne se soumettra jamais à une autre conscience si elle n'estime pas que cette conscience est supérieure. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que certaines personnes acceptent tout ce qu'on leur demande, parce qu'elles considèrent au fond d'elles que tout le monde leur est supérieur. Parce qu'elles considèrent que la position de leur conscience n'a pas de légitimité. Mais dans un paradigme de rapports horizontaux, aucune conscience ne vaut davantage qu'une autre. Dans une relation de socialité, d'amitié ou de libre partenariat, aucune conscience ne peut se prévaloir d'un statut supérieur à une autre. Et c'est là qu'on en arrive au désir de reconnaissance. Car la réaction ordinaire d'une conscience qui se sent contrainte par une autre conscience qu'elle ne reconnaît pas comme supérieure, ça va être un désir d'affirmation, un désir de contradiction, un désir d'être reconnu comme une conscience libre. Le désir de reconnaissance n'est pas le désir d'être admiré, c'est tout simplement le désir d'être reconnu comme une volonté libre et non comme un moyen dont on pourrait disposer. Alors pour nuancer un petit peu ce que je viens de dire sur l'autonomie de la conscience, il faut bien garder à l'esprit qu'il existe malgré tout des situations où la conscience n'est pas autonome. Je parlais tout à l'heure de la conscience de l'enfant qui est contrainte par celle du parent, ou de celle de l'élève qui est contrainte par celle du professeur, mais il peut également arriver que dans des rapports horizontaux, une conscience se soumette à une autre conscience. Et lorsque je parle de se soumettre, il ne faut pas l'entendre au sens d'asservissement ou d'instrumentalisation. Il faut plutôt l'entendre au sens de passivité temporaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple que si vous demandez conseil à une personne qui possède une expérience plus riche que la vôtre, ou en laquelle vous avez une confiance suffisamment importante pour prendre ce qu'elle vous dit pour acquis, parce qu'elle vous aura fait la preuve de son honnêteté et de sa perspicacité, et à ce moment-là, vous pouvez accepter volontairement de vous placer dans une relation d'infériorité vis-à-vis de cette conscience. Imaginons que vous êtes stagiaire dans une entreprise, que vous avez envie de bien faire, et que, parce que vous manquez d'expérience, parce que vous manquez de savoir-faire, vous demandiez à un employé plus ancien, plus expérimenté, de vous donner des conseils pour apprendre à mieux travailler. Dans ce cas-là, votre conscience va se soumettre à cette conscience plus expérimentée, non pas au sens où vous allez lui obéir aveuglément, mais au sens où vous allez recevoir ce qu'elle vous conseille comme étant utile et bénéfique. Vous allez à ce moment-là accepter qu'on vous instruise. Et dans ce processus d'instruction, vous n'allez pas vous considérer comme passif, vous n'allez pas vous considérer comme inférieur. Vous allez vous considérer comme un apprenant qui hérite du savoir d'une conscience qui a déjà appris. Vous allez accepter d'en rabattre sur ce que vous pensez, parce que vous savez à ce moment-là que votre pensée n'a pas la consistance de cette conscience à laquelle vous demandez conseil. C'est ce qu'on pourrait appeler une attitude de soumission volontaire. Comme le sportif se soumet à son entraîneur, comme le fidèle se soumet au prêtre. Mais en réalité, cette soumission n'en est pas vraiment une. Le sportif ne se soumet pas à son entraîneur, il se soumet au savoir de son entraîneur. Le fidèle ne se soumet pas au prêtre, il se soumet au savoir du prêtre, et donc indirectement à la volonté divine. Donc il ne faut pas confondre cette position de soumission volontaire à une conscience plus élevée que la nôtre avec la soumission à une conscience qui nie purement et simplement notre volonté. Dans un rapport d'amitié, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas d'élève et de maître, d'enfant et de parent.
Et donc il est très différent d'être une conscience qui consent volontairement et temporairement à se soumettre à une autre conscience considérée comme plus expérimentée, et être une conscience qui se soumet à une autre conscience par peur de s'affirmer. La peur de l'affirmation, c'est ce qui fait qu'une conscience va se soumettre à une autre conscience, alors qu'aucun rapport hiérarchique ne le justifie. C'est ça la différence. Et peut-être parce que nous sommes habitués à ce processus de l'infantilisation permanente, il nous arrive d'estimer normal et légitime d'accepter ce rapport hiérarchique entre les consciences. Et c'est dans ce refus de se soumettre à une conscience qui n'est pas reconnue comme supérieure ou légitime que s'enracine le désir de reconnaissance. Pour bien saisir ce que signifie cette expression de désir de reconnaissance chez Hegel, il est indispensable de comprendre que Hegel identifie plusieurs stades d'évolution de la conscience. Le premier stade de la conscience, c'est ce qu'on pourrait appeler la conscience immédiate, et qui correspond à la conscience du monde extérieur. C'est par exemple la conscience du nouveau-né qui n'est pas encore conscient de son existence comme conscience. L'expérience du nouveau-né n'est pas une expérience d'un rapport conscient au monde. L'expérience du nouveau-né, c'est l'expérience d'un carnaval de sensations. Imaginez-vous une minute à la place d'un nouveau-né et posez-vous la question de ce que vous voyez. Vous ne voyez pas un médecin, une sage-femme et le visage de votre mère. Vous voyez des formes, des couleurs, vous entendez des sons, mais qui pour vous ne signifient rien à ce moment-là. Vous n'avez même pas la conscience de ce qu'est un individu. Si bien que vous ne voyez même pas qu'il y a des individus devant vous. Pour vous, il n'y a pas d'individu. Il n'y a qu'un mélange hétérogène de perceptions. Et pire encore, vous n'avez même pas conscience d'être une conscience distincte du monde. La conscience du nouveau-né, elle se confond littéralement avec le monde extérieur. Et puis, progressivement, au fur et à mesure du temps, le nouveau-né va commencer à séparer les choses. Il va commencer à distinguer les éléments les uns des autres. Les individus vont commencer à se détacher du fond visuel, les perceptions vont se particulariser, les contours vont apparaître, et petit à petit, la conscience du nouveau-né va commencer à habiter le monde dans sa diversité, dans la multitude des êtres et des objets qui le composent. Donc plus la conscience du nouveau-né va évoluer, plus elle va s'aiguiser. La conscience va s'aiguiser, autrement dit, les objets qui composent le monde vont commencer à prendre leur indépendance. Au point que le monde ne va plus être perçu comme une sorte de pâte floue, mais comme une collection d'objets et d'êtres individuels. Et cette conscience particularisée du monde extérieur va se prolonger et aboutir dans le stade supérieur de la conscience qui est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est lorsque l'enfant se reconnaît comme existant aux yeux des autres, et que se détachant du monde dans lequel il croyait se confondre, il prend conscience de son existence propre. Il prend conscience d'être un « je ». Vous aurez remarqué que les enfants en bas âge parlent d'eux à la troisième personne. L'enfant en bas âge ne parle pas en disant « je », il dit « il » ou « elle ». C'est normal parce que lorsqu'il entend qu'on parle de lui, il entend le pronom « il ». Donc pour l'enfant, c'est le pronom « il » qui le désigne. Il ne fait pas encore la jonction entre ce « il » pour les autres et le « je » pour lui. En psychologie, la conscience de soi est représentée par le stade du miroir. Le stade du miroir, c'est lorsque l'enfant se percevant dans le miroir comprend que l'individu qu'il contemple dans le miroir est en fait un « je ». C'est lorsqu'il comprend que le « tu » est un « je » lorsqu'on s'adresse à lui et que le « il » est un « je » lorsqu'on parle de lui. Autrement dit, la conscience de soi, c'est lorsque la conscience comprend qu'elle est une conscience pour les autres consciences. Et donc à partir du moment où l'enfant va commencer à dire « je », à partir du moment où il va entrer dans la conscience de soi, va commencer à apparaître un désir d'affirmation, un désir de crier au monde « j'existe ». Et ce désir d'affirmation va se traduire dans un désir de reconnaissance de sa volonté. L'enfant va vouloir exprimer et imposer sa volonté. D'où les fameux caprices de l'enfant,
Le caprice étant l'expression d'une affirmation de la volonté. Une volonté qui peut parfois être tyrannique. Et le rôle du parent va précisément consister à canaliser ce désir d'affirmation de la volonté pour qu'il ne dégénère pas en désir de toute puissance. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que le désir de reconnaissance n'était pas forcément le désir d'être aimé. Le désir de reconnaissance est un mécanisme parfaitement neutre du point de vue affectif. Le désir de reconnaissance n'est pas le désir d'être aimé, c'est le désir d'être remarqué. C'est le désir d'être reconnu par le monde comme existant. Alors oui, le désir de reconnaissance peut, à l'occasion, prendre la forme du désir d'être aimé. Par exemple, l'altruisme exacerbé peut être une stratégie inconsciente pour obtenir l'amour des autres. Mais pour s'assurer d'exister aux yeux d'autrui, il n'est pas nécessaire de faire des choses admirables. Il n'est pas nécessaire de faire des choses utiles pour les autres. Et c'est ce qui fait que, chez certains enfants, le manque d'attention peut parfois entraîner des comportements visant à produire de la reconnaissance. Avoir des mauvaises notes à l'école, c'est une manière d'attirer l'attention. Être désinvolte ou agressif à l'égard de ses professeurs, c'est encore une manière d'attirer l'attention. Et le délinquant qui brûle une voiture la nuit de la Saint-Sylvestre, il ne cherche pas à être aimé par le propriétaire de la voiture. Il cherche à être reconnu. Il cherche à dire « j'existe ». On peut être reconnu pour sa bienfaisance, comme on peut être reconnu pour sa capacité de nuisance. L'agressivité et l'antisocialité sont tout autant des modes de production de la reconnaissance que la bienveillance et la générosité. Donc le désir de reconnaissance peut prendre des formes infiniment variables, y compris des formes totalement contre-intuitives. Le désir de reconnaissance est avant tout un désir de distinction. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que se distinguer des autres, c'est sortir de la masse. On ne peut sortir de la masse que par des actions qui se distinguent de la masse. Par des actions littéralement spectaculaires. N'oublions pas que spectaculaire, du latin spectus, ça signifie ce qui se voit. Une action spectaculaire, c'est une action qui attire le regard des autres. Et c'est pour ça que parmi les enfants turbulents, on peut trouver des véritables professionnels de la provocation. La provocation étant l'art de susciter, l'art d'éveiller l'attention d'autrui. Et il existe un éventail de possibilités infinies pour éveiller l'attention des autres. Vous savez, à l'école, dans chaque classe, il y a ce qu'on appelle le cancre. Le cancre, c'est le dernier de la classe, celui qui s'assoit toujours au fond, à côté du radiateur. Bref, c'est celui qui ne va pas réussir à se distinguer par sa réussite scolaire. Et donc, à force d'entendre qu'il ne réussira jamais, le cancre finit par se convaincre qu'il est un cancre. Et à ce moment-là, il se dit qu'être cancre, c'est finalement la seule carte qu'il peut jouer. Et si c'est la seule carte qu'il peut jouer, autant tout miser sur elle. Ainsi, le cancre va pouvoir se distinguer négativement, mais en se distinguant négativement, il se distingue. Et si à ses mauvais résultats scolaires, il ajoute l'art de la désinvolture, eh bien à ce moment-là, la désinvolture sera pour lui la discipline dans laquelle il excelle. On peut exceller dans tout. On peut exceller dans ce que les normes sociales et culturelles considèrent comme dévalorisant. On peut exceller dans l'art de la manipulation, dans l'art de la cruauté. L'important étant d'exceller pour se distinguer. Comprenons bien que produire de la reconnaissance, ce n'est pas produire de l'admiration, c'est produire de l'affirmation. Et généralement, le désir d'affirmation est en corrélation avec le sentiment de frustration lié au fait de ne pas avoir été suffisamment reconnu. L'enfant qui aura souffert d'un manque d'attention aura naturellement tendance à vouloir produire de la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la compensation, qui nous porte à combler et à dissimuler des frustrations passées par de la gratification présente. On cherche à récupérer le capital d'attention dont on n'a pas bénéficié en se distinguant par des comportements ou par des actions spectaculaires. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal si on considère avec Hegel que la reconnaissance est un levier de la conscience de soi. Et que sans la reconnaissance, nous ne pouvons pas dépasser le stade de la conscience immédiate. Nous ne pouvons pas nous extérioriser en dehors de nous-mêmes pour devenir l'objet de notre conscience. Voilà pourquoi produire de la reconnaissance, c'est produire les moyens d'exister. Et quel que soit le moyen qu'on va utiliser pour exister aux yeux des autres,
L'important est d'exister aux yeux des autres. Faire le bien autour de soi, c'est un moyen de produire de la reconnaissance. Rendre la vie insupportable à ses proches, c'est aussi un moyen de produire de la reconnaissance. En matière de production de reconnaissance, il n'y a pas de hiérarchie des valeurs. Il n'y a que des résultats. Se mettre en scène publiquement, comme je suis en train de le faire par exemple, c'est aussi un mode de production de la reconnaissance. Ne soyons pas hypocrites. Ça ne veut pas dire que la démarche ne soit pas utile. Ça veut simplement dire que dès lors qu'on agit de manière à capter l'attention, on est dans le désir de reconnaissance. Et capter l'attention, ça ne passe pas seulement par exhiber son corps ou ses opinions sur les réseaux sociaux. Parce qu'on s'en prend toujours à l'exhibition du corps, mais on oublie souvent l'exhibition des opinions, qui relèvent tout autant du désir de reconnaissance. On estime nos opinions suffisamment dignes d'intérêt pour les exposer. La différence étant que ceux qui exhibent leur corps ont généralement le bon goût d'exhiber quelque chose d'agréable à regarder. Mais s'il fallait résumer la logique du désir de reconnaissance, on pourrait dire que le désir de reconnaissance, c'est le besoin d'engendrer un reflet de soi dans le monde. Engendrer un reflet de soi dans le monde, c'est déposer dans le monde la marque de notre existence. Et en existant aux yeux du monde, en produisant des effets dans le monde, nous lisons dans le monde la confirmation de notre existence. Le désir de reconnaissance, c'est le désir de trouver dans le monde l'empreinte de notre être. Je parlais il y a un instant du désir d'exhiber ses opinions. Remarquez comme nous sommes animés par la recherche de l'approbation de nos opinions, par le désir de convaincre, par le désir d'avoir raison, par le désir d'argumenter quand nos idées ne sont pas partagées ou de nous énerver quand on ne parvient pas à convaincre. Ce qu'on recherche alors, c'est à transformer le monde selon nos idées. C'est à donner au monde la forme de ce que nous sommes. Parce qu'on ne chercherait pas à convaincre l'autre si nous ne voulions pas que le monde porte l'empreinte de ce que nous sommes. Porte l'empreinte de ce qui nous semble vrai. Et c'est assez curieux quand on y pense, ce désir de validation cognitive, ce désir que nos idées soient reconnues et partagées par les autres, alors qu'on affirmera dans le même temps qu'on se fiche de l'opinion des autres. C'est très facile de dire qu'on se fiche de l'opinion des autres, quand dans le même temps on fait tout pour les convaincre. C'est assez ironique de concilier désir de convaincre et proclamation d'indifférence. Mais la contradiction se résoudra si on comprend que le désir de reconnaissance cherche constamment à ne pas apparaître comme un désir de reconnaissance. Le désir de reconnaissance cherche constamment à se faire oublier. Personne n'avoue qu'il est en quête de reconnaissance. Et c'est précisément quand nous sommes pris en flagrant délit d'expression de notre désir de reconnaissance que nous cherchons le plus à le nier. Comme si le désir de reconnaissance était quelque chose de honteux. Quelque chose qu'on ne pouvait même pas s'admettre à soi-même. Le désir de reconnaissance s'affirme d'autant plus qu'il se soustrait à la conscience de lui-même. Et c'est parce que nous considérons le désir de reconnaissance comme quelque chose de honteux, et on rappellera que honte, étymologiquement, c'est le sentiment de déshonneur. C'est parce que nous ne voulons pas assumer notre désir de reconnaissance que nous contournons cette difficulté en déplaçant le lieu de la reconnaissance. On prétendra alors que ce qu'on recherche n'est pas la reconnaissance des autres, on préférera dire qu'on recherche la reconnaissance de soi-même. Parce qu'il est symboliquement beaucoup plus valorisant de vouloir être fier de soi que de désirer que les autres soient fiers de nous. Mais fondamentalement, le mécanisme est le même. Vouloir se prouver des choses, c'est vouloir prouver des choses à soi-même. Dans ce cas-là, l'autre n'est plus le lieu du désir de la reconnaissance, il est le détour par lequel on accède à la reconnaissance de soi par soi. C'est ça qu'il faut bien comprendre chez Hegel, c'est que l'autre est toujours une médiation entre soi et soi. On a besoin de la reconnaissance de l'autre parce qu'on a besoin d'avoir un point de vue extérieur sur nous-mêmes. C'est ce qui fait par exemple que quand on se voit en vidéo, ou quand on entend sa voix, on peut être mal à l'aise, parce qu'on a l'impression de ne pas se reconnaître. On ne se reconnaît pas parce qu'on adopte un point de vue extérieur sur nous-mêmes, alors que le rapport ordinaire à soi est un rapport d'intériorité. Nous ne vivons pas à l'extérieur de nous-mêmes, nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. L'autre bénéficie d'un point de vue sur nous-mêmes que nous n'avons pas. Et c'est ce qui fait que le regard d'autrui est extrêmement précieux dans la conscience de notre identité. L'autre a accès à une facette de moi
à laquelle je n'ai pas accès. L'autre est un intermédiaire entre moi et moi. Dans son ouvrage intitulé « Esthétique », Hegel décrit le processus par lequel l'individu accède à la conscience de soi. Et il identifie deux moyens d'accès à la conscience de soi, à savoir l'introspection et le travail. Alors, pour l'introspection, c'est assez simple à comprendre. L'introspection, c'est l'expérience de notre vie intérieure. C'est l'expérience de nos sensations, de nos sentiments, de nos pensées. Et l'introspection est indépendante du rapport aux autres dans la mesure où elle est interne au sujet. L'introspection, c'est l'accès immédiat à notre intériorité. Mais alors, qu'en est-il du travail ? Parce qu'on pourrait se dire, en quoi le travail nous permet d'accéder à la conscience de soi ? Pour Hegel, le travail n'est pas simplement une activité de production en vue d'une rémunération. Le travail n'est pas une activité purement fonctionnelle. Le travail est un mode d'extériorisation de soi dans le monde. Et donc, toute action qui produit une modification du monde est une action qui participe à la conscience de soi. Le travail, c'est le prolongement de soi au-delà de soi, par lequel nous nous approprions le monde en le marquant du sceau de notre humanité. Travailler, c'est répercuter notre désir de reconnaissance sur le monde. Et toute action qui produit un effet autour de nous, toute action qui altère notre environnement, que ce soit la configuration physique du monde ou même les autres consciences en tant qu'elles font partie du monde, toute intervention dans le monde est un point d'aboutissement de notre désir de reconnaissance. C'est ça le travail au sens hegelien. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque nous nous extériorisons dans le monde, lorsque nous marquons le monde du sceau de notre empreinte, nous avons la confirmation visible de notre existence. Nous pouvons contempler la modification que nous venons d'inscrire dans le monde et dire « c'est moi qui ai fait ça ». Et en disant « c'est moi qui ai fait ça », on dit plus que ça. On dit « j'existe ». La trace de notre action est la trace de notre existence. L'enfant qui fait un dessin dépose son empreinte dans le monde. Et l'enfant qui vous montre son dessin dont il est très fier vous montre le produit de son travail. Le produit de son travail grâce auquel il souhaite obtenir votre reconnaissance. Et vous allez lui dire « Ah bravo mon fils, c'est magnifique !» Alors que non, c'est pas magnifique. Ça ressemble à rien. Mais c'est pas grave que ça ressemble à rien. Parce que ça n'a pas besoin de ressembler à quelque chose pour exister. Ça n'a pas besoin de ressembler à quelque chose pour pouvoir être reconnu. Et c'est ça la finalité du travail chez Hegel, la reconnaissance. La reconnaissance qui contribue à l'accès à la conscience de soi. C'est en cela que pour Hegel, le travail est le principe de la condition humaine, à savoir s'extérioriser en permanence dans le monde pour lire dans le monde la marque de notre présence. Objectiver notre conscience dans le monde pour faire du monde le miroir de nous-mêmes. C'est le principe même de la culture n'étant pas ce qui s'oppose à la nature, la culture étant la mise en forme de la nature à notre image. On dit souvent la culture c'est ce qui s'oppose à la nature, mais ça n'a pas de sens de dire ça. La culture ne s'oppose pas à la nature, la culture s'édifie sur la nature. La culture est la sculpture de la nature. Autrement dit, la nature est la pâte à modeler de la conscience humaine. Et donc quand on regarde le monde, on ne regarde pas le monde. On regarde le travail accompli par l'être humain dans le monde. On regarde l'œuvre de notre conscience. Le travail chez Hegel ne renvoie donc pas à une activité de production ayant un but utilitaire. Le travail désigne tout acte d'extériorisation de soi dans le monde, à partir duquel nous lisons dans le monde la marque de notre existence. Et c'est en cela que tout travail relève fondamentalement d'un désir de reconnaissance. On l'a dit, la reconnaissance s'obtient d'abord par la production d'effets dans le monde. Et on a dit également que la reconnaissance ne s'obtenait pas uniquement par des actions valorisantes ou utiles. En excellant dans un domaine, on produira de la reconnaissance, même si le domaine dans lequel on excelle n'est pas considéré comme valorisant. Judas a excellé dans l'art de la trahison, au point que 2000 ans après, on en parle encore. Et on peut bien en vouloir à Judas, on peut bien l'insulter au point que son nom soit devenu synonyme de traître, le fait est que par sa trahison,
il a obtenu la reconnaissance. Il a laissé son empreinte dans le monde. La reconnaissance n'est pas une affaire de valorisation, la reconnaissance est une affaire de considération. Et tout ce qui produit des effets dans le monde entre en considération. Et d'ailleurs, vous remarquerez que parfois, les personnes qui ne travaillent pas finissent par développer un sentiment d'inutilité. Un sentiment d'inutilité qui peut même se prolonger en sentiment d'inexistence. Évidemment, ces personnes, on aura tendance à vouloir les rassurer, à leur dire qu'elles n'ont pas besoin de travailler, qu'elles n'ont pas besoin de réaliser des choses pour exister. Mais sauf qu'on ne combat pas un sentiment par des arguments. Et que ce sentiment d'inexistence, il a une origine. Et cette origine, c'est la non-reconnaissance de soi à l'extérieur de soi. Vous pouvez avoir le travail le plus pénible et le plus ingrat. Le fait est qu'à la fin de votre journée de travail, vous pouvez dire « c'est moi qui ai fait ça ». Vous pouvez contempler le produit de votre réalisation et ainsi lire dans le monde la confirmation de votre existence. Et ne pas produire, ne pas créer, c'est être privé d'un moyen d'accéder à la conscience de soi. Je vais à présent vous lire un extrait de l'Esthétique dans lequel Hegel décrit ce processus d'accès à la conscience de soi. Je cite : « Cette conscience de lui-même, l'homme l'acquiert de deux manières. Théoriquement, en prenant conscience de ce qu'il est intérieurement, de tous les mouvements de son âme, de toutes les nuances de ses sentiments, en cherchant à se représenter à lui-même, tel qu'il se découvre par la pensée, et à se reconnaître dans cette représentation qu'il offre à ses propres yeux. Mais l'homme est également engagé dans des rapports pratiques avec le monde extérieur. Et de ces rapports naît également le besoin de transformer ce monde comme lui-même, dans la mesure où il en fait partie, en lui imprimant son cachet personnel. Et il le fait pour encore se reconnaître lui-même dans la forme des choses, pour jouir de lui-même comme d'une réalité extérieure. On saisit déjà cette tendance dans les premières impulsions de l'enfant. Il veut voir des choses dont il soit lui-même l'auteur. Et s'il lance des pierres dans l'eau, c'est pour voir ces cercles qui se forment et qui sont son œuvre dans laquelle il retrouve comme un reflet de lui-même. Ceci s'observe dans de multiples occasions et sous les formes les plus diverses, jusqu'à cette sorte de reproduction de soi-même qu'est une œuvre d'art. Le désir de reconnaissance est le principe d'animation de tous les êtres vivants conscients. Parce que nous sommes conscients de notre existence, nous voulons en trouver la confirmation dans le monde. Nous voulons que le monde soit le reflet de ce que nous sommes. Il suit de cette idée que la manière dont nous façonnons le monde autour de nous, la manière dont nous imprimons notre cachet personnel dans le monde, va directement influencer notre perception de nous-mêmes. En transformant le monde, nous nous projetons dans le monde, nous nous projetons hors de nous-mêmes et nous nous contemplons. Et ce que nous contemplons va déterminer la direction de notre prochaine intervention dans le monde. Plus nous détruisons le monde, plus nous nous percevrons comme des destructeurs. Plus nous embellissons le monde, et plus nous nous percevrons comme des embellisseurs. À chaque fois que nous agissons dans le monde, nous appliquons un coup de marteau sur le burin de notre identité. En sculptant le monde, nous nous sculptons nous-mêmes. Nous nous produisons en permanence. Alors, si l'on veut, comme disait Voltaire, cultiver notre jardin, si l'on veut que notre âme soit un champ de roses et de vignes, tâchons de semer des graines dans le monde. Je vous remercie.